Eden Info, bienvenue à toutes et à tous à la une de cette édition. Le journal Matin Libre est condamné pour violation du code de déontologie et de l'éthique par l'ODEM. Le nouvel observateur, lui, est renvoyé à son devoir de compétence. Plus de détails dans ce journal sur les causes profondes de cette ou bien de ces décisions. Ce 23 août est la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Nous abordons dans cette édition les objectifs d'une telle journée. Et puis, dans l'univers des arts graphiques, le numérique transforme la photographie. Ce sera tout pour les titres. Fin du congé gouvernemental. Après 2 semaines de repos, les ministres ainsi que le chef de l'État ont repris du service. Le Conseil des ministres de ce 22 août, qui s'est déroulé sous la présence effective du président de la République, Patrice Talon, en témoigne. Par ailleurs, plusieurs décisions ont été prises au thème de cette réunion. Une nomination a également été prononcée. L'INSAE a un nouveau directeur. Suivant à présent un extrait du point de presse d'après Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 22 août 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Convention numéro 102 de l'Organisation internationale du travail concernant la sécurité sociale, norme minimum. En engageant le processus de ratification de cette convention, le gouvernement permet à notre pays de renforcer son régime de sécurité sociale, d'offrir plus d'opportunités à la Caisse nationale de sécurité sociale et à la Caisse mutuelle de prévoyance sociale pour le renforcement de leurs capacités, de faire partie des États membres de l'OIT soucieux d'une plus grande protection sociale des travailleurs. Projet de loi portant création de la Caisse de dépôt et consignation CDC. La Caisse des dépôts et consignations est un outil de développement et de gestion sécurisée de l'épargne au niveau national. En tant que telle, elle soutient les politiques de gestion conjoncturelle de trésorerie et de mobilisation de ressources intérieures. Déroulement de la campagne de commercialisation 2018-2019 des amendes de carité. Cette campagne se déroulera du 6 septembre 2018 au 31 mai 2019. Conformément à la volonté des acteurs de la filière, le Conseil des ministres a décidé de maintenir à 100 francs CFA par kilogramme, comme lors de la précédente campagne, le prix plancher d'achat de l'amende. Promotion des associations sportives communales et institution des classes sportives et des classes culturelles. Les associations sportives communales sont un cadre de regroupement de jeunes pour le développement de la pratique du sport. Le gouvernement a décidé de mettre en place un programme pour leur promotion. Par ce programme, chacune de nos communes disposera d'une équipe dans les disciplines sportives telles que l'athlétisme, le basketball, le football et le handball, et dans les catégories d'âge, notamment des moins de 17 ans et des moins de 20 ans. L'appui de l'État à ces associations sportives communales a pour objectif la détection et la formation des talents. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias a rendu public 2 décisions dans l'après-midi de ce mercredi 22 août 2018. La première est liée à une plainte pour diffamation contre le journal Matin Libre. La seconde, elle, concerne une autosaisine relative à une fausse publication du journal Le Nouvel Observateur qui, dans sa parution numéro 521 du mardi 12 juin 2018, a titré « Deuil à la chancellerie ». En ce mois béni de Ramadan, Kouburat Hosseini a tiré sa révérence. Je vous invite à écouter un extrait des 2 décisions lues par le rapporteur de l'ODEM, Gaspard Diamossi. Il est au micro de Carnot François, Ongbede Rentor et de Denis Maroya. Décision 93-08, ODEM 7. Dans sa parution numéro 897 du vendredi 2 mars 2018, le journal Matin Libre a publié à la une et en premier titre un article intitulé « Dossier FNM ». Protégé par l'OEC, une grosse débitrice en liberté. À la page 5, il est publié sous la rubrique Économie un article surtitré Microfinance, dossier FNM et portant le même titre.
Le plaignant mentionne dans sa plainte que le journal Matin Libre ne s'est jamais rapproché de lui pour avoir sa version avant de publier des articles sur lui. Il affirme qu'il ne se reconnaît nullement en ce qu'il qualifie d'allégations publiées dans plusieurs parutions du dit journal. Par ces motifs, l'ODEM condamne le journal Matin Libre ainsi que son directeur de publication, M. Maximin Thibozo, pour violation des articles suivants du Code de déontologie de la presse béninoise. Par ailleurs, l'ODEM condamne Matin Libre à publier la présente décision conformément à l'article 31 alinéa 1er de ces statuts qui précise: lorsqu'un média est concerné, la décision prise à son encontre doit être publiée par celui-ci et reprise par les autres organes du paysage médiatique béninois, qu'ils soient publics, privés, audiovisuels ou écrits. Décision 94-08 ODEM 7. Dans sa réponse, le directeur de publication déclare: l'information que j'ai malencontreusement publiée a été capturée sur le site d'information News Bénin Web TV. Plus loin, il ajoute: je dois dire à ma décharge que je n'ai pas prêté attention à l'inscription fake news mise à la suite du titre de l'information sur le dit site, sous l'effet de la surprise désagréable qu'a provoqué en moi cette information qui s'est révélée par la suite fausse. Mais s'étant rendu compte le lendemain de l'erreur, renchérit-il, il a produit dans la parution numéro 522 du même journal un erratum à la une et à la même place. L'ODEM a pris acte de la bonne foi manifeste du directeur de publication. Par ces motifs, l'ODEM renvoie le journal Le Nouvel Observateur, le directeur de publication, M. Kolaole Maxime Sani, ainsi que les journalistes de la rédaction à leur devoir de compétence et au strict respect de l'article 2 du Code de déontologie relatif à l'exactitude et à la véracité de l'information avant publication. L'ODEM met en garde le journal et le directeur de publication contre le non-respect de l'engagement pris. La communauté internationale commémore ce 23 août, comme le 23 août de chaque année, la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition au Bénin. C'est à Ouida, ville historique chargée d'histoire, que se déroulent traditionnellement les manifestations officielles. Quelle est l'origine de cette célébration et quelle est son importance? Élément de réponse dans cet élément de Laurent Roland Kodjo-Toninkes et de Fréjus Fiossi. La traite des Noirs par l'Atlantique a débuté au XVe siècle à destination de l'Europe, mais c'est après la découverte de l'Amérique qu'elle a pris son essor pour fournir de la main-d'œuvre aux plantations. Ainsi, des Noirs d'Afrique seront vendus tels des marchandises et ce durant plusieurs siècles. Une situation qui va durer jusqu'en 1791 où, dans la nuit du 22 au 23 août, des hommes et des femmes arrachés à l'Afrique et mis en esclavage se sont insurgés contre le système esclavagiste pour obtenir la liberté. C'est en souvenir de cette insurrection que l'UNESCO a choisi la date du 23 août de chaque année pour célébrer le souvenir de la traite négrière et de son abolition. Et depuis, l'UNESCO a choisi cette date pour qu'ensemble nous puissions nous mettre à réfléchir sur les causes historiques de cette tragédie, à réfléchir sur les conséquences actuelles et surtout aussi à voir les interactions que ça a eu avec l'Afrique, l'Europe, les Amériques et les Caraïbes. Voilà un peu, le symbole qui est derrière cette commémoration, qui vise aussi surtout à insérer dans les mémoires la tragédie de la traite négrière. L'histoire de la traite négrière et de l'esclavage a fait couler un flot de rage, de cruauté et d'amertume qui ne s'est pas encore taré. Elle est aussi une histoire de courage, de liberté et de fierté, de la liberté reconquise. Toute l'humanité s'y retrouve. Ce serait une faute et un crime de l'occulter ou de l'oublier. Ce souvenir est donc très important. Pourquoi ce souvenir? Parce que le bourreau ne faut pas laisser le bourreau tuer deux fois. Il ne faudrait pas que l'histoire se répète. Et que nous puissions ensemble prendre conscience de ce que les droits humains sont universels. Raviver la mémoire de la chose pour que nous ne puissions pas tomber dans les mêmes revers, dans les mêmes je dirais, déviances de l'histoire. C'est une date reconnue en Afrique comme la date du souvenir de la déportation de nos ancêtres. Cette date
mérite que chaque année, j'essaie de faire l'effort d'être présent à Ouidah, au Bénin, mais que partout sur le continent africain, on organise cette commémoration qui ne doit pas être un moment de fête, mais qui ne doit pas non plus être un moment de tristesse, mais un moment de joie, des retrouvailles de la famille africaine. Se souvenir pour montrer que ce n'est pas quelque chose de bien que de faire des captifs, de les emmener, de les esclavagiser et tout. Nous nous souvenons et donc il ne faut pas répéter, il ne faut pas de nouveau traiter les Africains de la sorte. Au-delà de cette célébration de tous les actes de réparation et de réconciliation, Georges Emmanuel Damileko, haut dignitaire de la Cour royale d'Alada, souhaite que cette célébration annuelle soit une occasion de remise de cartes nationales d'identité ou de passeports béninois aux afro-descendants en guise de reconnaissance. Les estimations sur le nombre de personnes déportées d'Afrique en Amérique varient pour la plupart entre 10 et 20 millions. Les descendants d'esclaves sont quant à eux estimés à plus de 350 millions dans le monde. Dans notre registre, ce mercredi a été marqué par le deuxième jour du procès en cour d'assises complémentaire de l'affaire d'Aïvo, du nom de ce cas disparu depuis le mardi 17 août 2010. Sur la trentaine de témoins attendus, peu ont répondu présents à une situation qui a été désapprouvée par les avocats de la partie civile et ceux de la défense. L'audience a été suspendue, puis reprise à midi, cette fois-ci en présence de Laurent Métoyon qui est passé du statut de témoin à sachant. Rappelons qu'il était le plaignant de l'affaire en justice. Quant à Kodjo Kossi Alofaya et Donatien Amoussou, accusés d'assassinat et de complicité, ils ont nié les faits qui leur sont reprochés. La suite de ce procès dans nos prochaines éditions. Mais avant, je vous invite à écouter la réaction de certains citoyens sur la reprise de ce procès. On ne sait pas comment la chose était passée. Et puis, on dit d'avoir distribué un titre, on ne sait pas. Moi, je souhaite, il faut que l'État n'a qu'à chercher. Pourquoi un homme va disparaître comme ça? Moi, je ne sais pas. Parce que si la personne n'est pas morte, il doit être vivant. Mais il n'a pas ce truc-là et puis il va disparaître comme ça. Non, je ne comprends pas. Il faut que l'État n'a qu'à chercher. Là où la cause est sortie, puis il n'a qu'à faire ce qu'il va faire et puis on trouve la solution. Moi, je voudrais poser une question. Depuis ce bon moment-là, est-ce que il est encore vivant? Il faut demander d'abord parce que bon, il ne faut pas poursuivre les choses et puis après, c'est niette. Parce que moi, mon opinion, je me dis peut-être s'il est encore vivant. Bon, quand vous allez poursuivre puis il n'est pas encore vivant, bon, quel est l'intérêt de l'État? Bon, je ne sais pas trop quoi. La disparition de M. Daïvo a été un sujet sensible qui a été négligé depuis longtemps. C'est intéressant qu'aujourd'hui, la justice s'intéresse à cela. C'est une bonne chose. Vivement que la vérité se manifeste et que s'il y a eu des coupables, que ceux-là soient punis. Il ne faut pas laisser dans une république les affaires de disparition de personnes sans suite, parce que cela pourrait se répéter à d'autres niveaux. Donc il faut que le tribunal fasse son travail et que la vérité soit manifestée pour que tout le monde sache ce qui s'est réellement passé. Volet éducation à présent, la distribution des relevés de notes du baccalauréat session de juillet 2018 a pris fin ce mercredi dans les centres de correction, mais les retardataires peuvent toutefois se rendre dans les directions départementales des examens et concours pour retirer leurs relevés. Carole Olaye et Damien Pedro étaient au CEG Bégamin dans la matinée de ce mercredi pour faire le constat que je vous invite à suivre. Orphée Aron-Ransou, âgé de 17 ans, admis au baccalauréat 2018, est rentré en possession de son relevé de notes ici au Collège d'enseignement général Bégamin de Cotonou. Comme lui, des centaines de candidats s'adonnent à cet exercice capital qui leur permet de découvrir et d'analyser les notes obtenues dans chaque matière en vue d'une meilleure orientation. Je peux dire que j'ai travaillé en SVT et en physique. Le plus quoi. C'est ça qui m'a aidé à avoir le bac. Je pense que j'ai travaillé mais pas trop. J'ai compris que la cause de mon échec c'est la mathématique. Et désormais je vais essayer de bien m'exercer afin de m'en sortir
l'année prochaine. Prévu pour durer 2 jours, le retrait des relevés de notes du baccalauréat a commencé ce lundi 20 août 2018 dans les différents centres de correction et de délibération. Pour le superviseur général de celui de Bégamin, cette distribution se déroule dans de bonnes conditions. Il y a vraiment du monde. Ils sont en train de prendre, on les a classés par centre. Dans chaque centre, il y a des jurys. Chacun se présente au niveau de son centre de composition. Là où il avait composé, dit le nom du centre. S'il connaît son jury, il le dit. On cherche le jury selon son statut, refusé, admis premier groupe, admis deuxième groupe. On lui remet son relevé. Après qu'il ait présenté sa carte d'identité, il doit signer pour dire qu'il a pris le relevé. C'est l'étudiant, le candidat même, ou son père ou sa mère. Outre les candidats et les géniteurs venus retirer les relevés de notes, certains enseignants sont aussi présents pour s'enquérir de la qualité du travail abattu par leurs élèves. C'est le cas de Émile Maouton, professeur d'anglais. J'ai retrouvé quelques-uns de mes élèves et j'avoue déjà sur 4 élèves, j'étais satisfait de 3. Seulement il y a un, il a eu le bac C, il est admis seulement. La manière dont il brillait en classe, je ne l'attendais pas à avoir 9 en anglais, mais il a eu 9. Bon, ça m'a permis de voir aussi que parfois, les meilleurs élèves en classe, pour certaines choses, ou pour les contraintes du temps, ils peuvent vraiment reculer. Et la grande joie que j'ai parcouru beaucoup de relevés de la C et de la D. Et aujourd'hui, je suis confiant et je suis heureux que mes anciennes analyses ont porté leurs fruits. Pour avoir un bac C ou D aujourd'hui, tu ne peux pas compter sans l'anglais. Et je l'ai vérifié sur beaucoup de relevés. À noter que des relevés non retirés seront retournés à l'office du baccalauréat. Les candidats au baccalauréat session d'août 2018, session de remplacement, composent depuis ce lundi au CEG Saint-Rita où une équipe de DN Télévision a fait un tour où ils ont rencontré également le chef centre Benadin Tavi qui a bien voulu laisser quelques mots à cette équipe. La session de remplacement est une session spéciale et sa spécificité se situe au niveau de la catégorie de candidats qui y composent. Il s'agit donc des candidats qui n'ont pas pu, c'est-à-dire les candidats régulièrement convoqués à la session normale, qui n'ont pas pu y être pour raisons de santé et pour d'autres raisons. Donc, les raisons sont les suivantes. Candidats de remplacement, il s'agit donc de la première catégorie concerne les candidats qui n'ont pas pu répondre présents à la session normale parce qu'ils sont malades. Deuxième catégorie, des candidats qui ont commencé la session normale et qui, pour raison de santé, ont abandonné la composition. Ceux-là, ils sont aussi candidats malades. Troisième candidat, des candidats qui, pour une autre raison, en dehors de la maladie, peut-être des candidats dont les dossiers ils ont déposé leur dossier, mais il y a eu peut-être des ratés constatés, dûment constatés par la commission de baccalauréat. Donc eux, on peut les convier à la session de remplacement. Ça fait les 3 catégories de candidats qui composent ce matin au CG Saint-Rita. Ils viennent de tous les départements du pays et c'est le centre unique. Donc ils sont répartis en 6 salles. Un effectif de 115 candidats et il y a 39 encore absents qui n'ont pas pu se remettre de leur maladie, qui n'ont pas recouvré leur santé. Et ils sont donc au nombre de 115 au total. Parmi les 115, il y a 39 absents. 2 cas d'abandon, ils ont commencé le lundi dernier. Et ces candidats, après dans la première composition, ils n'ont pas pu retrouver la santé. Et ils ont été obligés d'abandonner encore. Ça fait donc à l'année prochaine pour eux. Il n'y a plus d'autres sessions de rattrapage. Voilà donc ce que nous avons. Donc au total, ils sont donc 76 candidats qui composent actuellement. 76 qui composent. Donc sur les 115, il y a eu 39 absents et 76 composent. Au niveau des 76, il y a 2 abandons encore. Donc il y a 74 qui composent actuellement.
outil privilégié de la conservation de la mémoire, de faits historiques, de découvertes et des médias. La photographie que nous devons à des grands noms de l'histoire, notamment au Français Louis Daguerre, a bien évolué dans le temps. Aujourd'hui, c'est le numérique qui bouleverse ses codes et la transforme. Comment et avec qui au Bénin? Réponse dans ce magazine. Séance shooting photo en mode décontracté, un jeudi matin dans un studio à Cotonou, capitale économique du Bénin. À la manette, un photographe professionnel, un portraitiste, sa signature, le miroir des événements. Comme lui, quelques jeunes Béninois sont aux commandes de la nouvelle industrie photographique du pays. Darius Tossou fait partie du Landerneau. Ses œuvres à lui sont signées Riosda Pictures. Une ascension des jeunes favorisée par le numérique. Je pense que le numérique est un moyen plus facile pour nous, photographes, ou pour les gens du milieu de l'audiovisuel, de pouvoir pratiquer leur art ou de pouvoir pratiquer leur travail avec des appareils numériques. L'avènement des smartphones a également changé la façon de créer, d'apprécier et d'utiliser les images. De nouveaux procédés sont nés. Se faire prendre ou se prendre en photo avec un téléphone n'est plus qu'un jeu. Le selfie émerge. Aujourd'hui, avec le numérique, tout est déjà pré-réglé, l'appareil est intelligent. Vous pouvez prendre de belles photos avec votre téléphone, avec Palma. Le numérique est en train de changer ou en train de transformer totalement le milieu de la photographie et de l'audiovisuel. Cependant, les photographes professionnels gardent toujours leur place de choix dans la société. Ça n'empêche pas les photographes professionnels d'exercer leur boulot parce que moi, je suis un photographe portraitiste. Moi, mes clients, c'est des particuliers, des artistes, des personnalités publiques, les politiciens. Donc ceux-là, tu ne peux pas les prendre en photo avec un appareil, un smartphone. C'est deux résolutions différentes, deux qualités différentes de photographie. Qui t'a défini la finalité du cliché pris lors du shooting. Les gens de communication ne peuvent pas prendre des images avec les smartphones. Parce qu'après, c'est pour faire des développements à grande échelle. Voilà, c'est pour faire de résolution. Par ailleurs, il ne suffit plus seulement de nos jours de prendre une image. La post-production est désormais une étape importante en matière de photographie. Nous avons ces logiciels de retouche photo qui permettent à des artistes photographes de s'exprimer autrement, de montrer la photographie ou de passer un message à travers une seule image, ce qui ne pourrait pas se faire en temps et qui ne peut pas tout se faire avec un smartphone. Beaucoup de personnes ne veulent plus prendre la photo brute, c'est-à-dire la photo classique que nous connaissons, mais veulent aller au-delà. Nous pouvons enlever des taches dans le visage, nous pouvons enlever une barbe qui déborde par exemple, nous pouvons corriger une faute de lumière sur le sujet, nous pouvons mettre des lunettes à la personne s'il n'en a pas, des choses en tout cas qui rendent vraiment la photo différente de celle qu'elle était à la base. Mais ces infidélités aux images ne risquent-elles pas de trahir leur nature? Si ce n'est que pour des photos portraits, on n'a pas forcément besoin de trop d'effets. Mais si c'est pour des photos artistiques, ça dépend du photographe. C'est un choix qu'on fait. Et puis pour un résultat fixe, donc je ne peux pas dire que c'est dénaturé ou pas. On ne dénature pas en tout cas le sujet. On essaie de rendre le sujet fidèlement, on essaie juste de corriger quelques imperfections de la photo et puis c'est bon. Nous parlons de l'image, elle ne soit pas dénaturée. Si l'image à la base véhicule un message, tout dépendra du type de photographe ou du type de photographie qui est en question. Ce n'est pas dénaturer la photographie, c'est plutôt apporter sa touche, avoir sa particularité. Il m'arrive de livrer des photos non retouchées que des clients préfèrent pour ceux qui veulent rester dans le classique. Mais aujourd'hui, en fait, le travail que j'ai proposé au monde entier veut ce style de photo, veut cette retouche, veut ce perfectionnement. Je pense qu'aujourd'hui, grâce au logiciel, nous arrivons à corriger des choses que l'analogique ne nous permettait pas de faire forcément avec l'ordinateur. Une chance. Désormais, ces photographes fiers vivent de leur art. J'ai vu de ces séances photos que je fais aux gens, peut-être pour des campagnes politiques ou des couvertures médiatiques, pour les gens qui sont dans la mode, pour des gens qui vendent un service, je fais des photos. Je peux faire des photos de bâtiments, des hôtels. J'ai des expositions et tout. Quand tu vas exposer sur des festivals, tu rentabilises. Et en même temps, il peut y avoir des festivals et des gens qui viennent suivre,
qui sont intéressés par ton produit, qui te les achètent. De toutes les manières, c'est revenu d'une certaine manière pour qu'on puisse en vivre et qu'on soit fiers d'être photographe. Vous en vivez, vous? Oui, pleinement. Parole du promoteur du premier festival béninois entièrement dédié à la valorisation de la photographie, Festiflash. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. À bientôt.